Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Zoom sur les inondations. Pourquoi le Sénégal n'arrive pas à s'en sortir? Est-ce que les vraies solutions ont été proposées? Où vont les milliards investis dans les inondations? Pourquoi les populations ne sont pas impliquées dans la lutte contre les inondations? Pour débattre de cette question d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 18 août 2013 Cheikh Gueye, docteur en géographie, membre du secrétariat exécutif d'Enda Tiers-Monde, auteur du livre Les villes du Sud, pourtant elles marchent, et Pape Keïta, président de la commission environnementale du Conseil régional de Dakar et responsable des projets structurants de lutte contre les inondations au Conseil régional de Dakar. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Dimanche 18 août 2013, merci d'être à l'écoute de Remue-Ménage qui reçoit donc dans ce studio Eva Mbaye de la RFM, docteur Cheikh Gueye qui est docteur en géographie, urbaniste, membre du secrétaire exécutif d'ENDA, auteur de plusieurs ouvrages sur l'urbanisme dont Les villes du Sud, pourtant elles marchent. Pape Keïta, responsable du programme environnement Conseil régional de Dakar, du projet de restructuration de Djiddah Thiaroye Kao, du projet aussi climat, territoire intégré, c'est ça? Plan climat territorial intégré. Voilà, merci monsieur donc d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, chaque année pratiquement c'est la récurrente. Dans la banlieue dakaroise, nous vivons dans des inondations. Les populations sortent, sont mécontentes, elles sont sous les eaux, elles sont désemparées. Cheikh, vous êtes géographe, vous avez travaillé beaucoup dans ces genres de situations d'inondation. Pourquoi aujourd'hui la question des inondations n'arrive pas à être réglée? Je pense que d'abord, je voudrais dire bonjour à tous les auditeurs de la RFM en ce dimanche et remercier la RFM pour l'invitation dans cette émission où les idées s'agitent et s'entrechoquent tous les dimanches à cette heure-ci. Je voudrais d'abord dire que s'il y a récurrence des inondations, c'est sans doute parce que le problème n'a pas été encore saisi à sa juste mesure et qu'on a essayé depuis de nombreuses années de gérer des situations localisées, de s'émouvoir et de faire quelques actions d'urgence au moment où ces inondations surviennent, mais on n'a pas eu d'approche globale sur tout Dakar par rapport à cette question des inondations, en ayant à l'idée le règlement des questions à partir de la topographie, à partir de la géomorphologie, et à partir de la pédologie, et aussi à partir d'une approche avec les populations. Et les autorités décentralisées, les populations à la base, les acteurs dans les quartiers. Je pense que c'est un problème tellement grave qu'une approche parcellaire, cloisonnée ou urgentiste ne peut pas suffire à la régler. Et moi, je n'ai pas eu une bonne nouvelle. Je pense que la question des inondations, elle va encore exister pendant 50 ans. Parce qu'on a mis 50 ans à inventer une ville sans prendre en charge la question de l'assainissement de manière forte et sans prendre en charge la question de l'assainissement par rapport aux eaux pluviales de la manière qui s'y est. Et c'est donc une réinvention de Dakar à la lumière de ce que les changements climatiques apportent comme nouveauté et par rapport également aux exceptions climatiques. Parce que dans ce genre de situation,
si on a une observation longitudinale des choses, on se rend compte que aujourd'hui, on va vers une longue période de retour des pluies exceptionnelles. Et déjà, à Dakar, ce qui manque, c'est déjà un assainissement de base qui permet de prendre en charge même des pluies normales, non exceptionnelles. Déjà, on a un gros problème là-dessus, d'assainissement. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, ces problèmes dans ces différents segments, on aura encore très longtemps ce problème des inondations. Et je voulais ajouter que prendre la juste mesure du problème, on commence véritablement à la faire. Si on investit depuis 3-4 ans une centaine de milliards, qu'on se projette sur les prochaines années en disant que le programme sur 10 ans va prendre 700 milliards, je pense qu'on aura besoin, après ces 10 ans, d'une autre période de 10 ans pour continuer à investir les mêmes sommes pour avoir véritablement un début de maîtrise de la question des inondations. Pape Gueye, vous travaillez sur le terrain de façon concrète. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que peut-être il y a un problème de planification. La banlieue dakaroise était considérée comme une banlieue marécageuse où il y avait des eaux qui passaient là-bas. On n'a pas pris justement, comme beaucoup le disent dans les documents, les devants avant de permettre aux populations d'y habiter. Merci Abdoulaye et merci M. Gueye. Merci donc pour l'invitation. Moi je dirais que le problème des inondations est un problème global et il faudra certainement des solutions globales pour arriver à régler le problème. Vous venez de le dire, des populations se sont installées sur des espaces donc marécageux, des espaces qui étaient considérés comme impropres pour la vie humaine. Les gens ne devaient pas s'y installer. Il faut peut-être remonter un peu plus loin pour trouver l'explication. Pourquoi est-ce que les gens se sont installés au niveau de ces zones? Il a fallu, après les indépendances, à un moment donné, moderniser quand même Dakar. C'était une capitale donc d'un pays qui venait d'accéder à l'indépendance. Il fallait réorganiser la ville et la solution qui avait été trouvée à l'époque, c'était de déplacer des populations et de leur trouver un meilleur terrain pour les y installer. À la même période, il y a eu la grande sécheresse, donc dans les années 70. 70-73. Voilà, pour résumer un tout petit peu. Les populations venaient de l'intérieur et cette réinstallation de population au niveau de Pikine et de Guédiawaye constitue aussi une barrière pour protéger Dakar. Alors les gens venant de l'intérieur s'arrêtaient au niveau de Pikine et de Guédiawaye. Comme mes parents du Fouta qui viennent... Voilà. Alflar, il y en a plein. Voilà, et c'est pourquoi aujourd'hui on retrouve même des quartiers poularophones, des quartiers sérères, etc. dans cette banlieue. Alors quand il y a eu ce phénomène-là, les Lébous qui étaient propriétaires donc de ces espaces de culture, mais on trouvait plus intelligent de morceler, de vendre, que d'attendre une hypothétique pluie pour faire de l'agriculture. Et là, c'est pourquoi je parle souvent de responsabilité. L'autorité aussi a laissé faire. Les gens alors se sont installés sur ces espaces asséchés, parce qu'il y a toujours eu de l'eau dans ces espaces-là. Et ça, c'était connu. Les gens se sont installés progressivement, on a laissé faire. C'est devenu non plus des quartiers, mais c'est devenu de nouvelles villes, de nouvelles grandes villes. Maintenant, tout le monde parle de retour de pluie. Nous avons dépoussiéré donc de vieux documents et on s'est rendu compte qu'en observant la courbe de la pluviométrie depuis les années 40, il n'y a pas eu en réalité de retour des grandes pluies de l'époque. De 1940. Ce qui a changé peut-être, c'est que la densité d'eau qui tombe sur un laps de temps a augmenté. Il y a une concentration des pluies sur une période très courte. Ce qui repose le problème de l'assainissement dont a parlé M. Gueye tout de suite. Cette quantité de pluie, quand elle tombe, on ne peut pas l'évacuer. Pourquoi?
C'est plusieurs choses qui l'expliquent. Nous avons une nappe qui autrefois était régulée parce que pompée pour faire boire Dakar. Ce pompage-là, il n'existe plus. Donc cette eau, elle est là, on ne la régule plus. Il y a eu un apport d'eau venant du lac de Guiers que les gens utilisent et déversent dans cette même nappe. Alors nécessairement, il y a une remontée des eaux. Une remontée des eaux, et il y a eu une mauvaise occupation aussi de l'espace. Parce que les gens sont venus habiter n'importe où et n'importe comment. Il y avait des chemins naturels pour ces eaux-là. Et par gravitation, elles s'écoulaient pour aller vers la mer. Ce n'est plus possible. Les gens ont construit partout. Dakar, c'est du béton un peu partout. Ces eaux-là, maintenant, on parle beaucoup des inondations. Il faut aussi parler certainement de la stagnation d'eau. Parce que ce sont des eaux qui stagnent et qui ne peuvent plus s'écouler. Parce qu'il y a eu des barrières physiques avec les constructions, les immeubles, les grandes routes qui n'ont certainement pas été bien pensées. Moi, je crois que la solution, elle sera globale. M. Gueye en parlait tout de suite. Je crois même que c'est la ville qu'il faut repenser dans sa globalité. Et je pense que c'est de là que les solutions viendront. Oui. M. Cheikh Gueye, il y avait un colloque en 2011, en juin. Le diagnostic a été fait qui souligne que les inondations sont moins liées à l'intensité des pluies qu'à la réduction du potentiel de surface d'infiltration des eaux, et qu'il y a dans la banlieue de sable argileux qui font que quand la pluie tombe, l'eau ne s'infiltre pas. Oui, c'est un problème lié à toutes les villes où le minéral vient s'imposer massivement, mais c'est aussi lié au fait que l'espace et le sol qui est utilisé par les populations a tendance à s'imperméabiliser. Donc, toutes les zones d'infiltration qui existaient avant, malgré le fait que à Dakar, à partir du plateau jusqu'à Grand Yoff, on est quand même dans un espace où l'infiltration du fait des sols basaltiques n'était pas quelque chose d'important. Donc, avoir l'affaiblissement des capacités d'infiltration ne permet plus, en fait, aussi cette régulation dont vient de parler M. Keita, et le ruissellement devient la règle. Mais le problème que nous avons eu de ce point de vue-là, c'est que on n'a pas de système d'assainissement pour prendre en charge ce ruissellement massif. Notamment quand on sort du plateau et un peu de la Médina, tout l'espace qui se situe entre le point E et Grand Yoff, en passant par la foire et tout ça, ce sont des espaces où le système d'assainissement était presque inexistant. C'est-à-dire qu'on a construit des quartiers sans assainissement préalable. Mais quelle est la responsabilité des sociétés de construction immobilière par rapport à cela? Là, la responsabilité est partagée. D'abord, l'État ne pouvait pas donner à des coopératives d'habitat, à des promoteurs immobiliers, et aussi laisser nos parents lébous faire leur lotissement sans normer et mettre des standards pour préparer l'habitat. Et pour moi, c'est ça le principal problème qui fait aujourd'hui que les inondations sont massives et je veux dire aujourd'hui que ce que j'observe comme solution envisagée et pratiquée, c'est juste des mesures correctives de situations de retard latent. Mais on n'est qu'au début du problème, de la solution des problèmes, puisque pour moi, en tout cas, il manque encore beaucoup de mesures préventives et beaucoup de mesures correctives pour véritablement prendre en charge la question des inondations. Je le dis encore, les investissements massifs, c'est bien, mais la prise en compte de la dimension des pluies qui arrivent et qui doivent être évacuées rapidement, le fait d'agir sur l'heure qui vient, c'est important. Mais c'est toujours fait après que le ruissellement
ait eu lieu et après que les eaux se soient aient stagné quelque part. Il faut agir avant. Il faut peut-être mettre des canalisations, peut-être à ciel ouvert, peut-être d'autres, mais en tout cas mettre des canalisations dans cet interstice entre Dakar et sa banlieue qui permet même d'agir sur le volume d'eau qui arrive dans les zones de stagnation ou dans les zones de rétention. Ça, si on n'agit pas là-dessus, le problème va encore demeurer et on dépendra beaucoup des motopompes, du carburant et du bon fonctionnement de ce dispositif. Les bassins de rétention qui ont été mis en place ne sont pas efficaces, c'est ça? Les bassins de rétention, d'abord, sont très, très insuffisants. Il y a le plus important bassin de rétention, si je parle de Dakar Intramuros, je ne parle même pas de Guédiawaye et de Pikine, c'est celui qui se trouve à Grand Yoff. Il permet de recueillir de l'eau, mais cette eau a du mal à être évacuée vers la mer et le bassin se remplit très rapidement. Il se trouve que, et nous on l'a souligné à un moment donné, il y a un terrain d'1 hectare qui se trouve au pied du bassin de rétention et qui permet la percolation et l'infiltration. Et entre le moment où Abdoulaye Wade perdait le pouvoir l'année dernière en 2012, en mars 2012, et le moment où Macky Sall prenait le pouvoir, on l'a distribué en baux. Ils ont 18 baux, ils ont vendu ça. Donc c'est un vrai problème que même les zones d'infiltration qui restent sont transformées en habitat donné à des privés, alors que le bien commun est beaucoup plus important. Donc je pense que ce genre d'agissement qui continue, malgré toutes les bonnes déclarations, toutes les grandes déclarations, on continue les mauvaises pratiques. Et on ne fait qu'aggraver le problème. Moi, je veux aussi parler de cette arène nationale qu'on va encore mettre dans le technopôle, alors que aujourd'hui, le technopôle, surtout avec l'autoroute à péage, on a agressé les Niayes et le technopôle est l'espace qui permet aux eaux qui circulaient sur l'axe de l'autoroute à péage de se déverser sur cet espace écologique et on va y construire une arène nationale. Je me demande parfois comment les gens réfléchissent et choisissent dans ce pays. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites? Est-ce que les gens sont au courant que le technopôle c'est devenir aussi une zone inondable? Mais le technopôle est déjà une zone inondable. Donc comment on peut mettre une infrastructure aussi importante dans une zone inondable? Et je me demande donc pourquoi on a fait l'autoroute à péage. L'autoroute à péage sert à structurer l'installation d'infrastructures vers la périphérie, pour les rendre plus viables, parce qu'on peut maintenant circuler plus rapidement vers ces zones périphériques. Donc on n'a plus à investir, à faire des grands investissements, des grandes infrastructures dans l'espace écologique que constituent les Niayes. Donc là, j'interpelle véritablement les autorités. Il faut que la décision qui a été prise, et moi, dans un pays sérieux, le ministre des Sports, il ne peut pas choisir les sites des infrastructures dans un pays organisé. Ce n'est pas possible. Pape, il y a beaucoup quand même de milliards qui ont été investis dans ces inondations-là. On entend 34 milliards, 50 milliards. La Banque mondiale disait même qu'en 2009, ils ont investi la banlieue a perdu plus de 24 milliards, 25 milliards en termes de pertes causées par les inondations. Mais cet argent, il va où? C'est la question que tout le monde se pose. On entend toujours des chiffres qui sont annoncés. On a mis cette année tant de milliards. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est un grand problème. Peut-être que ça a été mis dans des solutions d'urgence, comme ils disent. Et je pense qu'en parlant de solutions d'urgence, actuellement sur le terrain, on voit le plan Orsec, c'est vrai, qui dépense beaucoup en carburant, en location ou en achat de motopompes. Mais c'est surtout les organisations caritatives qu'on voit, qui sont sur le terrain pour essayer de soulager un peu les populations, mais c'est surtout par la distribution de vivres ou de médicaments. On parle de milliards, des téléthons sont organisés, mais c'est que dans ce pays-là, généralement, on ne rend pas compte. Tout cet argent est allé où? Personne ne le dira. Comment on a fait pour collecter cet argent? Ça, tout le monde en parle. C'est au vu au sud, tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne sait pas. On nous avait parlé du plan Diakhaï. Des milliards ont été investis dans le plan Diakhaï. C'était aussi une solution d'urgence pour régler une partie du problème. Le plan Diakhaï, certes, n'était pas un mauvais projet,
Mais peut-être que il a été pensé, il a été mis en place un peu précipitamment. Il n'y a pas eu toutes les études qu'il fallait. Et en mettant en place le plan Diakhaï, les gens savaient qu'il y aurait aussi des conséquences. Parce qu'actuellement, au niveau du plan Diakhaï, là où les maisons sont actuellement, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des inondations. Mais quand je trouve qu'il y a des inondations dans Keur Massar, ou dans des espaces où il y a eu des lotissements donc, qui ont respecté les normes, parce qu'il y a eu toutes les autorisations avant le lotissement, cela pose problème. Parce qu'il n'y a pas eu d'études pour voir est-ce qu'on déplace des gens dans les zones inondées et que dans le plan Diakhaï aussi, on peut se retrouver dans la même situation. Exactement. On n'a pas de soucis. Exactement. Donc l'argent a été mis comme ça, les impôts des Sénégalais ne continuent contribuables, l'argent a été mis en... Parce que tout le monde le sait, la demande en logement à Dakar, elle est très forte. Les gens ne trouvent aucune autre solution que de lotir tous les espaces pour faire habiter les gens. C'est peut-être pas la solution. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à d'autres formes d'habitat. Très souvent, on a préconisé l'habitat à la verticale. On nous dit que oui, il y a toujours, c'est un problème culturel, on ne pourra pas. Mais il faut aussi que les gens s'adaptent. Chigué a parlé tout de suite de prévention. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui était connu il y a plusieurs dizaines d'années. Quelle est la responsabilité de l'État dans ça? C'est pas seulement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'État central, c'est la responsabilité des collectivités locales, c'est la responsabilité aussi des populations. Parce que les populations certainement ne comprenaient pas. Le problème de tous les Sénégalais, c'est d'avoir sa maison quelque part dans Dakar, quelles que soient les conditions dans lesquelles on va habiter. L'État peut-être n'a pas joué son rôle, parce que l'État avait quand même les moyens pour dissuader, en tout cas ces populations, de s'installer dans ces zones. Peut-être qu'il fallait d'abord prendre le problème en charge au moment même où les gens font les lotissements pour les vendre après. Mais il y a eu une complicité de l'État qui a laissé faire. Il y a eu un mutisme aujourd'hui difficile à expliquer au niveau des collectivités locales. Ils ont aussi une énorme responsabilité par rapport à ce qui se passe. On ne les entend pas dans les Mais beaucoup de lotissements ont été même faits par les maires ou avalisés en tout cas par des maires de villes, des maires de communes. Personne n'en a parlé. Et pourtant, ces gens qui faisaient ces lotissements, mais savaient pertinemment que c'était des zones d'eau. C'était des zones d'eau il y a juste quelques années, mais certains quartiers aujourd'hui habités étaient pleins d'eau. C'était des zones de culture que les gens ont transformées. Donc, ils l'ont fait en sachant qu'on faisait habiter les gens sur des espaces qui étaient impropres, des zones non aedificantes. Mais personne n'a rien dit. C'est pourquoi je dis qu'il faut aujourd'hui situer les responsabilités et que chacun assume ses responsabilités, que chaque parti assume ses responsabilités-là. Parce que les populations, si elles avaient bien compris, mais je suis certain, n'iraient jamais habiter dans ces zones-là. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui refuse le bien. Mais quand on est contraint, quand c'est la seule possibilité qui nous est offerte, mais on prend l'offre qui existe et on s'installe. Cher Guy, justement, l'implication des populations dans la lutte contre les inondations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des associations de quartier, certains veulent vivre sur la bête. À chaque fois qu'il y a une inondation, ils en profitent pour gagner de l'argent, ils se considèrent comme étant représentants des populations. Mais est-ce que réellement, il y a eu une approche, une rencontre avec les vraies populations, celles qui vivent dans les eaux? Peut-être qu'ils ont des idées par rapport aux choses auxquelles ils vivent. Je pense que l'un des gros problèmes de gouvernance de la question des inondations, c'est qu'il y a une approche top-down qui n'est pas très productive. Il est vrai que l'État a une responsabilité primordiale. L'État doit planifier. L'État doit mettre en place des plans directeurs. Et ne pas mettre 10 ans à mettre ces plans directeurs, parce que quand on commence une étude pour mettre en place un plan directeur, et qu'entre-temps, on ne l'achève pas et on ne la traduit pas en acte, ce qui se passe sur le terrain dépasse en général les plans. La mise en œuvre, quoi. La mise en œuvre. Et l'État doit aussi faire preuve d'autorité et véritablement inscrire
les plans directeurs dans le sens de la durée. Qu'il n'y ait pas des plans selon les mandats des uns et des autres, mais qu'il y ait des consensus forts autour de ces plans. La planification, c'est primordial. Maintenant, on ne peut pas seulement planifier et puis et exclure les populations de cette planification. Une planification, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit traduite en actes, elle a besoin de l'ingénierie sociale qui lui permet d'être efficace. Moi, je ne vois pas pourquoi les associations sportives et culturelles, les ASC, ne sont pas impliquées dans la question des inondations, qui est devenu le problème numéro 1 des villes au Sénégal et de la ville de Dakar en particulier. Et on sait que c'est une force qui regroupe des jeunes. On leur a fait jouer un rôle dans la question des déchets. La question des inondations, elle est autrement plus importante. Et il faut absolument que les populations à la base, donc à travers les ASC, à travers les associations, à travers les mosquées, à travers toutes les structures sociales de base, que ces populations-là comprennent que la question des inondations, l'État doit faire ça, mais elles aussi doivent faire ça, ça et ça. Et il faut absolument arrêter d'avoir cette approche négativiste et craintive des inondations. Il faut aussi avoir une approche opportuniste des inondations, en se disant que c'est peut-être une opportunité d'offrir des emplois à des populations, de créer des brigades d'alerte, de créer des brigades d'action locales. Parce que l'État, il y a des choses que l'État peut faire à travers ses appels d'offres, à travers ses investissements massifs. Mais il y a des choses qu'à l'échelle d'un quartier, d'un sous-quartier, brigade de lutte pour l'assainissement, contre les inondations, voilà, prendre les jeunes des quartiers pour qu'ils travaillent. Creuser des trous, creuser des travées, ça, l'État ne peut pas aller partout dans tous les quartiers aussi le faire. Et il faut aussi que la solidarité dans les quartiers, entre les quartiers, qu'elle soit très vivante. Parce que moi, je vois souvent, étant par ailleurs habitant de Grand Yoff pendant très longtemps, que même les écoulements venant de tel quartier à tel autre quartier, ça peut même générer des conflits assez graves. Parce que certaines populations n'acceptent plus, par exemple, que l'eau de tel quartier ruisselle et va dans un autre quartier les inonder et gâcher leur vie. Donc, il faut élaborer tout un dispositif qui permet la communication nécessaire, l'ingénierie sociale nécessaire pour une prise en charge par le bas de la question des inondations. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement déficitaire dans la prise en charge des inondations. Du moment, Pape Keita, que les gens disent que là où vivent les populations, c'est des nappes d'eau, que d'ici 50 ans, on ne pourra pas s'en sortir, est-ce que la solution, c'est de déguerpir les populations vers d'autres lieux? De façon radicale. Chacun a son idée par rapport à cette question. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille déplacer les populations. C'est que ce n'est même pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est même pas possible. On ne pourra pas déplacer aujourd'hui toutes les populations installées dans des zones comme ça. C'est quoi la solution? La solution, je crois, qu'il y a un combat à mener contre cette eau actuellement qui est devenue envahissante à Dakar, qui pose des problèmes aux populations déjà installées. Le coût pour déguerpir toutes les populations de la banlieue pour les installer ailleurs, il sera très élevé. Est-ce qu'on trouvera l'espace suffisant pour réinstaller ces populations? C'est un autre problème que personne n'a encore résolu. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire sortir cette eau, la pomper, et de l'utiliser, mais à d'autres fins? Il y a à Dakar une zone agricole qui produit aujourd'hui 25%, en tout cas des légumes que les Dakarois consomment. La zone des Niayes. La zone des Niayes. Cette zone-là, elle a besoin d'eau. Et aujourd'hui, l'eau de boisson que nous consommons à Dakar et qui vient du lac de Guiers, en partie est détournée pour arroser cette zone des Niayes. Et les gens ne sont pas contents, c'est pas suffisant. Et là, pour la SONES, c'est une perte de 2 milliards par an. Pourquoi on ne laisserait pas venir cette eau pour régler en tout cas en partie le problème de l'eau de boisson, parce que Dakar manque d'eau,
Mais nous avons en même temps un surplus d'eau, mais qu'il faudrait essayer de réutiliser. Parce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de prendre toutes ces eaux de ruissellement et de les déverser à la mer. Il est vrai que ça demandera du temps, il est vrai que ça demandera d'autres études, mais que c'est une possibilité de détourner cette eau vers les Niayes pour permettre aux gens déjà de travailler. Donc un problème économique se pose. Mais encore faudrait-il que cette Niaye-là, cette partie de Dakar, qu'on la préserve pour l'agriculture. Mais actuellement, elle est agressée de partout. Même les documents de planification qui existent actuellement, mais prévoient une densification de ces zones. Il ne faut pas que Dakar continue de s'étaler comme ça indéfiniment. Il faudra un jour que ça s'arrête. Parce que l'étalement aussi aura des conséquences. Il y a des réseaux qui devront suivre. Est-ce que ça va être possible? Des gens vont sortir tout le temps dans la rue pour dire que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Mais au rythme où Dakar s'étale, je ne pense pas actuellement que les concessionnaires ont les possibilités de suivre en tout cas ce rythme-là. Ce n'est pas possible. Il y a tous les jours, tous les mois, mais plusieurs nouveaux quartiers qui naissent à Dakar. Quand tu vas du côté de Tivaouane-Peulh, mais tout est rattaché maintenant. Tous les villages qui étaient là et qui servaient de base agricole à la région, mais sont devenus maintenant des centres urbains. Va vers Niakoulrap, va vers Kerndjaïlo, va vers Sangalkam. Mais il n'y a plus d'espace agricole. Les gens ne travaillent plus. Et moins il y aura d'espace, moins il y aura de travail. Mais ces populations, qu'est-ce qu'elles iront faire? Ça aussi, c'est un problème qui devrait être posé et débattu. Et je crois que les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer. Parce que défendre ces espaces, c'est défendre aussi la vie de l'ensemble des Dakarois. Actuellement, on a parlé tout de suite de planification. Il existe des documents de planification qui sont élaborés chaque année et qui sont très bien élaborés. Mais le problème des relations entre les collectivités locales pose problème. La région, par exemple, a pour rôle mais de conduire le développement de cette région-là. Les documents de planification qui sont faits au niveau régional, est-ce qu'au niveau des collectivités, des autres niveaux de collectivités locales, est-ce qu'on connaît même ces documents de planification? Est-ce qu'on les consulte? Parfois, on produit un document, avant même la publication de ce document et sa validation, il est déjà dépassé. Le rythme de l'étalement fait que ce document, il est même dépassé avant sa production. Donc c'est un problème de respect. Et M. Gueye l'a dit tout de suite, il faudra aussi que l'État fasse preuve d'autorité, mais pour arrêter certaines pratiques. Oui. M. Cheikh Gueye, dans la lutte contre les inondations, on a vu, comme vous l'avez dit, des sociétés privées intervenir avec des motopompes et tout. Mais beaucoup de Sénégalais se posent des questions. Pourquoi le génie militaire n'est pas impliqué dans les travaux de lutte contre les inondations? Alors que l'armée, elle est là, elle est dans les casernes, non? Pour moi, c'est une aberration terrible parce que nous tous, on a grandi en voyant les militaires du génie s'impliquer dans la philosophie de armée-nation et de voir des choses aussi graves que les inondations se passer et de les voir presque complètement absents, c'est problématique. Et dans des situations d'urgence, dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on voit, c'est que les militaires sont prompts à venir secourir les populations parce que c'est des bras... parce qu'ils vont coûter moins cher aux contribuables. Hein? Voilà. Si on met 45 milliards avec l'armée, peut-être moins de milliards, on pourrait faire beaucoup de choses. Hein? Voilà, et là, je pense que l'État a trop souvent recours au privé. Et ça a aussi des coûts. Et c'est quelque chose qu'il faut peut-être revoir. Mais moi, je pense que aujourd'hui, la situation qu'on voit, c'est une réinvention de Dakar à la lumière des inondations. On sait maintenant que les inondations sont le problème numéro 1. Une étude faite par Ali Ngouille Ndiaye, Omar Cissé de Liagu et Seydou Sissal, auquel nous avons un peu contribué l'année dernière, montrait que chaque année, c'est 70 milliards qui sont perdus par les populations. De francs CFA. De francs CFA, du fait des inondations. Donc c'est complètement légitime que l'État aussi investisse autant pour prévenir, corriger
et lutter contre les inondations. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est donc une réinvention de Dakar, avec de nouveaux réseaux d'assainissement, avec une reconfiguration du réseau. On fait des réseaux de plus grande dimension, on essaie de les étendre partout. Ça, il faut le densifier et le renforcer. Mais je pense qu'il ne faut pas rater, et c'est ce qui est en train de se passer, l'invention, la bonne invention de la ville de demain. Parce que la ville de demain, c'est celle dont parle M. Keïta. C'est Tivaouane Peulh, c'est Niaga, c'est toute cette zone où Dakar est en train de se réinventer. Mais on réinvente Dakar, encore une fois, en commettant l'erreur de ne pas prévoir l'assainissement et la prévention des eaux pluviales. Il faut élever les standards et les normes d'installation dans ces zones-là. Sinon, le problème de Dakar va se perpétuer dans sa périphérie et on ne sortira jamais de cette question des inondations. Dakar est un milieu qui est prédisposé aux inondations, plus que beaucoup d'autres villes. Donc c'est normal qu'on soit confronté, puisqu'on s'est installé à Dakar, on en a fait notre capitale, qu'on soit exposé à ce problème. Donc il faut prendre la pleine mesure du problème et continuer les investissements massifs pour que cette question puisse trouver un début de solution dans les 10 prochaines années et au fur et à mesure, on peut régler ce problème peut-être dans les 50 ans à venir, mais il faut quand même continuer à dire la vérité aux populations. Et vous pensez qu'il va aujourd'hui créer une toute nouvelle ville, déménager Dakar comme ça a été fait dans d'autres pays? Abdoulaye Wade avait même proposé une ville Mekhé-Pakès. Non, les nouvelles villes s'inventent d'elles-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, alors qu'on parle de nouvelles villes là-bas ou ici, il y a déjà Keur Massar, c'est devenu une ville, une grande ville même. Et ça va continuer. Pendant qu'on essaie de corriger les situations d'urgence, la ville de demain, elle se fait sans les normes. Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne pour que l'État se ressaisisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les situations d'urgence des inondations d'aujourd'hui. Gouverner, c'est prévoir. Il faut que l'État refuse de reproduire ces mêmes erreurs à la périphérie. Dès maintenant, on est en train de faire ces lotissements. C'est aujourd'hui que l'État doit agir sur demain. Moi, c'est ça que je voulais aussi qu'on... Oui. Pape Keïta, il y a certains internautes qui ont envoyé des questions pour dire que si l'État du Sénégal a pu amener l'eau du lac de Guerre jusqu'à Dakar pour alimenter les populations, il peut trouver aussi des moyens de prendre l'eau qui est dans les régions ici et l'amener à la mer ou bien faire autre chose avec. Pourquoi ne pas créer des canalisations qui font qu'on amène l'eau qui nous envahit ici à Dakar à la mer ou bien faire autre chose comme le Niayes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Alassane, vous me permettrez de dire un mot par rapport à votre question tout à l'heure concernant l'armée. Nous avons une armée très vaillante qui intervient partout au Sénégal. Nous tous, on a vu l'armée intervenir, en tout cas dans des grands projets. Mais l'armée, souvent, elle est appelée quand il s'agit d'exécuter quelque chose. Et ça, le problème, il est aussi politique. Parce que c'est une négociation globale avec des populations qui ont déjà habité, à qui il faut demander aujourd'hui de partir. Mais aller où ? Ça, c'est des questions qu'il faut négocier. Parce qu'il est révolu maintenant le temps où on venait dire aux gens, demain dimanche, vous devrez tous quitter, comme ça se faisait avant. Dans les ouvrages qui sont faits dans la banlieue, dans l'évacuation des eaux, dans le travail de pompage, c'est là que les gens demandent pourquoi l'armée ne vient pas. Pas pour déguerpir les gens, mais pour travailler dans ça. Et ça économise aussi l'argent des Sénégalais. Non, là, vous avez raison. Mais autant il faudra utiliser l'armée, mais il faudra aussi laisser le privé trouver du travail. Oui, mais juste au milieu. Cette économie-là, voilà, trouver le juste milieu. Voilà, vous disiez tout de suite qu'il y a des gens qui pensent que cette eau-là devait sortir de Dakar et être amenée ailleurs. Comme exutoire, on a parlé de la mer. C'est une possibilité et il faut saluer actuellement ce qui est en train d'être fait par l'État. Il faut saluer en tout cas le projet dont la mise en œuvre a déjà commencé. Et sur un projet sur lequel les gens fondent en tout cas beaucoup d'espoir.
de l'eau va être sortie donc de ces banlieues-là pour être déversée dans la mer. Mais est-ce qu'il faudrait, dans un pays où les gens manquent d'eau, prendre toutes ces eaux-là et les déverser à la mer? Il faudrait penser à des solutions de réutilisation. Comme on fait en Israël avec le désert. Ah oui, dans beaucoup de pays. Utiliser l'eau de façon efficiente. Dans beaucoup de pays. Et au niveau de la CADAC, une discussion était entamée avec le président Khalifa Sall et des partenaires belges pour voir dans quelle mesure, en tout cas, une partie de ces eaux de ruissellement pourrait être utilisée. On ne pourra pas le faire d'un coup, mais progressivement, on pourra trouver des solutions, utiliser en tout cas cette eau-là, en partie en tout cas, mais pour l'eau d'arrosage par exemple. Cette eau subirait un traitement et serait acheminée peut-être vers les Niayes. Mais pourquoi cette eau, on ne l'amènerait pas, mais jusqu'au-delà même de la région de Thiès? Parce que c'est possible. C'est possible. Nous avions pensé à un moment voir si est-ce que la conduite Bona pourrait être utilisée, la conduite Bona à Pikine. Mais on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas été entretenue et que ce n'était pas possible. Et que le positionnement même de cette conduite Bona ne le permettait pas. Mais si on peut aller chercher de l'eau à 250 km d'ici et l'amener pour faire boire les gens, mais il est possible d'avoir ces canalisations qui permettraient de prendre des eaux ici et de les amener dans des zones où les gens en auraient besoin pour travailler et faire vivre les Sénégalais. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a les ouvrages primaires qu'on peut mettre, comme ceux prévus par le projet, mais même ces ouvrages primaires, ces canalisations ne régleront pas le problème. Parce qu'il faudra aussi un niveau secondaire et même un niveau tertiaire. Parce que ces ouvrages primaires ne permettront même pas de collecter toutes les eaux. Parce que les eaux, il faudra aller les chercher dans les quartiers, dans les sous-quartiers, dans les petits coins et recoins pour pouvoir les acheminer au niveau de ces ouvrages primaires et ensuite penser à les évacuer. Donc c'est un travail qui est entamé par l'État à travers le projet. Il faudra maintenant que les collectivités locales et les populations organisées s'activent aussi pour déjà penser au réseau au niveau secondaire et au niveau tertiaire. À Djidda Thiaroye Kao, le projet que soutient actuellement le conseil régional, par exemple, tout de suite on a parlé de population, d'implication de population. À travers donc l'entrée par la restructuration, les populations ont été organisées. Actuellement, tu vas à Djidda Thiaroye Kao, tu poses une question, mais n'importe quel habitant de Djidda Thiaroye Kao te répondra. Des solutions sont envisagées, on y réfléchit, mais on réfléchit avec la population. Parce qu'on leur dit toujours d'éviter de dire que c'est un projet de la mairie ou de la ville de Pikine ou du conseil régional ou de l'État. C'est un projet par les populations et pour les populations. Nous sommes derrière et nous les encadrons. Et comme je disais tout de suite, il n'existe pas de spécialistes de ces inondations. C'est pourquoi dans ce travail-là, mais nous, chaque fois, on invite des spécialistes. On invite des hydrauliciens, on invite des sociologues, on invite des urbanistes, mais qui viennent participer avec nous. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un profil, une formation qui permet de venir et de dire ces inondations, il faut les résoudre, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faudra donc une synergie d'action, holistique. Voilà, que les gens puissent se retrouver, discuter des vrais problèmes et surtout travailler sur des solutions qui peuvent être durables. Justement, parmi ces solutions, M. Gueye, est-ce qu'on a vu quand même Israël, c'est un pays désertique, qui n'a pas d'eau, qui arrive avec le peu d'eau qu'ils reçoivent, à faire d'excellents projets. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette réflexion-là, à travailler comme les gens normaux? Moi, je pense que ce n'est pas l'ingéniosité qui manque, c'est peut-être la relation entre ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent. Et le fait d'avoir cette approche économique positive par rapport aux inondations, c'est la démarche qu'il faut aussi adopter dès maintenant. Que ça ne soit pas juste vu comme un gros problème pour lequel on doit toujours trouver des solutions. Mais je pense que l'un des problèmes que nous allons avoir, si on revient sur les aspects techniques, c'est la mise en place de structures d'assainissement en relation avec le pavage, notamment si cette politique de pavage continue. Parce que c'est un problème assez complexe. On ne peut pas faire le pavage en tuant tous les
espaces d'infiltration sans mettre en place l'assainissement qui l'accompagne pour que le ruissellement qui va s'accélérer, qui va s'amplifier, puisse trouver une réponse. Alors que nous avons déjà un problème d'infiltration. En même temps, ce pavage est une solution pour diminuer le volume de sable qui accompagne l'eau qui est évacuée à travers les ouvrages qui sont réalisés. Les deux doivent aller de pair. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de dialogue entre les grandes infrastructures qui sont faites par l'État et cette politique faite par les collectivités locales. Toujours pour souligner les contradictions que M. Keïta a soulevées tout à l'heure entre les différentes actions qui sont menées, qui sont parfois contradictoires, alors que si elles dialoguaient, elles pourraient générer des solutions. Ça nous permet de parler un peu des conséquences des inondations. On a vu que dans la banlieue aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont occupées par des gens qui sont inondés. Bientôt, aussi le mois d'octobre, avant d'évacuer les eaux, il faut avoir des répercussions aussi sur l'éducation des enfants. Mais il y aura nécessairement des conséquences au niveau de l'éducation. Alassane, qui aurait un jour imaginé que sur le littoral au niveau de Guédiawaye, qu'on aurait des inondations? Quand on parlait d'inondations, mais c'était Yeumbeul, c'était Djiddah Thiaroye Kao, c'était Guinaw Rail. Les inondations, c'est maintenant Grand Yoff, c'est les Almadies, c'est Ouest Foire, et c'est même le littoral, parce qu'au niveau des cités hameaux, cette année, nous avons eu des inondations. L'eau était jusque dans les salons des gens. Nous avons des écoles élémentaires. Il va continuer à pleuvoir. Bientôt, ce sera le mois d'octobre. Il y aura de l'eau partout. Est-ce que peut-être dans la construction de ces écoles, déjà, l'emplacement pour ces écoles était certainement mal choisi. On a construit, et il fallait nécessairement construire dans les zones où les gens habitent, parce que c'est là-bas qu'on trouve des enfants, c'est là-bas qu'il y a le besoin. Mais est-ce qu'au niveau de ces écoles-là, un traitement particulier ne devrait pas être fait? Surtout par les collectivités locales, parce que les collectivités locales aujourd'hui ont la gestion donc, de ces équipements. L'élémentaire pour les mairies, le niveau lycée et CM pour le conseil régional. Mais est-ce que ces moyens-là existeront? Je crois qu'il faudra une réflexion globale aussi pour la gestion de ces écoles-là. Parce que le mois d'octobre, ça coïncide avec la fin de l'hivernage, il faut que les enfants aillent à l'école, mais chaque année, on a ces problèmes-là, surtout au niveau des banlieues. Parfois, il faut attendre 1 mois ou 2 mois après pour que les enfants puissent aller à l'école. Cheikh, par rapport à ce problème, les conséquences sur l'éducation aujourd'hui. Oui, le COSIDEP a fait une étude l'année dernière en mettant en place, avec un peu l'appui de quelques collègues géographes, une cartographie des écoles qui sont inondées et qui sont empêchées du fait des inondations. Mais c'est l'impact sur l'éducation, il y a des impacts sur l'éducation, il y a des impacts sur les équipements sanitaires, sur la santé, il y a beaucoup d'impacts. Ça n'impacte pas la question des inondations, c'est pour ça que c'est une question globale. Et il faut une approche globale. On ne peut pas juste répondre aux inondations dans l'urgence et avec un seul ministère qui est là pour construire des infrastructures. C'est une question globale qu'il faut apprendre pendant longtemps à gérer de manière globale pour trouver les réponses. Et il ne faut pas le faire seulement à partir de l'État. Il faut, je le répète, le faire en rapport avec les collectivités locales, en rapport avec les populations à la base, à travers leurs associations. Tout est motif à association au Sénégal. Et toutes ces associations sont mobilisées pour l'intérêt de leurs membres. Donc la question des inondations, c'est une question qui est essentielle, qui va défier les populations sénégalaises dans leur ville pendant de longues années. Il faut qu'on apprenne à faire prendre en charge cet aspect par les populations. La planification, comme Senghor l'avait souvent dit. Voilà. Alassane, je voulais dire, très souvent, moi je pose la question, en tout cas aux chercheurs dans nos universités, qu'il n'y ait pas cette collaboration entre l'université et les collectivités locales.
et pourtant toutes les universités se trouvent au niveau d'une collectivité locale. J'espère que on a sera entendu, que les chercheurs iront voir les collectivités pour travailler avec elles. Merci à Cheikh Gueye, docteur Cheikh Gueye, docteur en géographie urbanisme, membre du secrétaire exécutif de l'EDA, auteur de plusieurs ouvrages sur l'urbanisation dans les villes du sud, pourtant elle marche. Pape Keita, responsable du programme environnement conseil régional Dakar, et aussi responsable du